Le Coran n'est pas un texte divin, point. Et ce n'est pas quelque chose de controversé que de le dire. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues. Moi, j'oscille entre l'athéisme et l'agnosticisme en fonction de l'humeur et de la météo. Les musulmans restent malgré tout les premières victimes de l'islam et que les émanciper de leur religion est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour Victor. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord retracer votre parcours? D'où vient votre famille? Pouvez-vous nous raconter cela? Alors, mes parents sont originaires des Comores, donc un archipel dans l'océan Indien qui a été sous domination française pendant plusieurs décennies et qui a acquis son indépendance en 1975, avec ceci de particulier que donc on est face à un archipel de 4 îles. 3 îles ont choisi d'être indépendantes et une île a choisi de rester française. C'est le cas de Mayotte, qui est encore aujourd'hui un département français. Et donc, mes parents sont nés à Anjouan et ils sont arrivés en France. Alors, mon père, 1 an avant l'indépendance, ma mère, 1 an après. Et moi, je suis né à Paris, dans le 4e arrondissement. Et alors, est-ce que vos parents étaient pratiquants? Est-ce que vous avez observé durant votre enfance le rite musulman de manière pratiquante? Alors, mes parents sont dans un cas assez particulier. C'est-à-dire que les Comores sont un pays musulman, mais un pays qui a été de fait confronté à l'influence française. Mon grand-père, par exemple, était cadi, c'est-à-dire un juge musulman chargé d'appliquer la charia dans les matières civiles, héritage, mariage, divorce. Mais comme la laïcité n'a jamais été appliquée dans les colonies françaises, il se trouve qu'il était fonctionnaire colonial et donc qu'il était au service de l'État français, puisque l'État français a jugé utile dans les colonies de fonctionnariser le personnel du culte musulman à des fins de contrôle social. Mais tout cela fait que ma famille a quand même acquis une certaine proximité avec la culture française qui fait qu'on ne peut pas la comparer à une famille tout à fait rigoriste et orthodoxe telle qu'on peut les trouver dans d'autres pays musulmans qui ont échappé à l'influence occidentale. Le fait est que mes parents ont eu la chance de bénéficier de l'école française. Ils faisaient partie des rares personnes à avoir fréquenté l'école française et donc ils ont acquis cette proximité avec la culture occidentale. Une fois arrivés en métropole, alors, ils se sont toujours dit musulmans, mais je n'ai pas été élevé dans une famille très rigoriste. C'est-à-dire qu'on m'a appris, évidemment, à réciter les versets du Coran en arabe sans m'apprendre l'arabe, ce qui fait que généralement, vous ne comprenez pas grand-chose à ce que vous récitez. Mes parents, d'ailleurs, ont été élevés de la même manière. Les écoles coraniques aux Comores, c'est un peu ça. On apprend les élèves, aux élèves à réciter le Coran en arabe sans apprendre l'arabe. Donc, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque de mon point de vue, ça conduit à ne pas intérioriser des préceptes qui sont quand même assez problématiques. Et donc, l'islam dans lequel moi j'ai baigné était un islam assez sociologique, culturel, absolument pas littéraliste, qui se contentait de fêter quelques cérémonies collectives, même si l'appartenance à l'islam était quand même une étiquette communautaire revendiquée, qui l'est toujours d'ailleurs par par mes parents et beaucoup de mes cousins, cousines, tantes, oncles. Oui, parce que eux sont toujours musulmans, du moins culturellement, mais vous avez d'une certaine manière renoncé à l'islam. Est-ce qu'on pourrait dire les choses ainsi? Est-ce qu'il y a un âge d'ailleurs particulier où vous avez changé de vision sur la religion? Oui, on peut dire que j'ai renoncé à cette religion à partir de mes 18 ans. Alors, ce que j'explique, c'est que ça reste quand même un divorce à l'amiable, c'est-à-dire que à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à cesser de m'identifier à des traditions que je ne comprenais plus, enfin que je n'ai jamais vraiment comprises en réalité. Et comme je n'accordais aucune signification particulière à ces traditions, j'ai commencé à m'en détacher. Et j'ai pu, à mon avis, aussi m'en détacher parce que dans la banlieue dans laquelle j'ai grandi, en Seine-et-Marne, il y avait quand même une certaine mixité sociale encore à l'époque, ce qui fait que j'étais confronté à une sociologie qui me permettait de m'acculturer à d'autres traditions que celles qui étaient celles de mon milieu d'origine. Donc ceci explique en partie cette distanciation que j'ai connue, une distanciation à l'amiable dans un premier temps. Mais sans qu'il y ait donc véritablement de rupture, il n'y a pas un événement en particulier qui a déclenché votre
Non, au début, c'était vraiment quelque chose de très progressif et assez anodin, un divorce à l'amiable. Ce n'est que plus tard, à mesure que, ma conscience politique s'aiguisait, à mesure que je m'intéressais à l'actualité, politique, nationale et internationale, que j'ai commencé à me questionner sur les dysfonctionnements, du monde musulman. D'une part parce que moi je viens de la tradition libérale Mmh. sur le plan politique, donc j'essaye d'être un disciple de Tocqueville, de Bastiat et de tous ces grands penseurs qui ont conceptualisé l'importance de la liberté individuelle dans l'épanouissement des sociétés modernes. Et en tant que libéral, j'étais bien obligé de constater que le monde musulman entretenait avec ses principes, les principes qui sont les miens, quelques conflits. Mmh. Et puis je crois aussi que lorsque, pardon, lorsqu'on est issu de l'immigration musulmane et postcoloniale, on est, je crois, nécessairement amené, à un moment ou à un autre, à se demander pourquoi on est là. Mmh. Alors, pas pourquoi on est sur Terre, parce que ça, c'est une question existentielle peut-être un peu trop compliquée à résoudre, mais pourquoi, en tout cas, quels sont les dysfonctionnements, les mots MAUX, qui ont conduit nos ancêtres Mmh. à l'exil et en l'occurrence à s'établir à plus de 8 000 kilomètres du lieu de leur naissance pour ce qui est du cas de mes parents. La plupart des gens qui sont issus de la diaspora musulmane, malheureusement, Mmh. répondent à cette question en étant tentés de blâmer l'Occident comme étant la cause de tout leur malheur. Moi, je ne me satisfaisais pas de cette explication. Je pense que la meilleure manière de comprendre les trajectoires, d'une société ou d'une civilisation, c'est de s'intéresser avant toute chose aux causes endogènes Mmh. et ne pas se contenter, des causes exogènes, ce qui relève pour le coup, selon moi, d'une certaine paresse, Mmh. intellectuelle. Parce qu'en l'occurrence, vos parents, qu'est-ce qui les a poussés à s'installer en métropole? Est-ce qu'il y a une raison particulière à Bah, cela? mon père est parti, des Comores, 1 an avant Mmh. l'indépendance, c'est-à-dire qu'on était pleine ébullition, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de mouvements qui réclamaient, l'indépendance et pour une raison qu'il a du mal à conceptualiser aujourd'hui, il n'était pas très confiant sur la trajectoire, Mmh. que les Comores allaient Mmh. prendre. Hem, il avait Il avait voyagé. pressenti, que c enfin, Oui, il avait que pressenti que la trajectoire ne serait pas mmh. bonne. Selon lui, la société comorienne n'était pas suffisamment mûre pour un tel, exercice. Mmh. Il avait voyagé dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et il a vu que ça se passait pas très bien et il s'est dit que bon, s'il y restait, aux Comores, sa vie allait, prendre une tournure qui n'allait pas forcément être très agréable et force est de constater que malheureusement, le calcul était juste, Mmh. il a vu juste sur le fait que, les Comores, n'ont pas su mener à bien une indépendance de qualité avec un développement économique satisfaisant, on se c'est un pays qui est dès l'indépendance, s'est plongé dans l'instabilité avec une succession de coups d'État, et donc tout cela fait qu'il a en effet, ressenti le besoin d'aller en France. Alors pourquoi la France et pas l'Angleterre? Bah, Mmh. parce qu'il avait acquis une proximité avec la Mmh. culture française, du fait de l'héritage Mmh. colonial, comme beaucoup de gens issus des colonies françaises. Et ensuite, ma mère l'a rejoint. Mmh. Alors pardon pour cette question un peu indiscrète, mais comment est-ce qu'ils perçoivent aujourd'hui, votre changement sur la question de la religion, votre renoncement à l'islam? Comment est-ce qu'ils le vivent, vos proches, vos parents? Certains vous ont-ils, soutenu ou au contraire renié? Alors moi, j'ai la chance d'avoir des parents très tolérants. Mmh. Donc je n'ai eu aucun souci avec le fait de renoncer à l'islam. Et j'insiste sur la chance que j'ai parce que Mmh. c'est quelque chose qui ne va absolument pas de soi. Mmh. Moi, je connais beaucoup d'apostats Mmh. de l'islam qui, une fois leur rupture consommée avec cette religion, ont perdu le contact avec leur famille, leurs frères, leurs sœurs. Donc il y a quand même un phénomène Mmh. d'ostracisation très fort Mmh. parmi les communautés musulmanes. Il faut savoir que dans le monde musulman, c'est pire que ça, parce que le fait de renoncer à l'islam dans certains pays Mmh. est passible de la peine de mort. Et en Occident, il est vrai que la sanction la plus courante, c'est plutôt
l'ostracisation. Mmh. Donc pour ce qui est de mes parents, donc moi je le répète, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille plutôt tolérante. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que Mmh. j'écris et s'ils ont quelques réserves quant à la critique que je formule à l'égard de leur culture d'origine, ils sont quand même assez tolérants pour l'entendre Mmh. et la supporter. Et vous considérez vous-même comme un apostat aujourd'hui? Est-ce que c'est un mot que vous enfin, un mot qui est assez fort peut-être? Est-ce que vous l'utilisez pour vous désigner? Moi, je me définis avant tout comme un libéral. Mmh. C'est par là que je suis arrivé à ces questions. Maintenant, bon, l'apostat, c'est aussi une désignation sociologique. Je ne la récuse pas, Mmh. mais j'en fais pas non plus Ouais, un étendard, un étendard. mmh. Pour moi, je comprends que certains le fassent, Mmh. parce que, encore une fois, l'apostasie est aujourd'hui une forme de transgression Mmh. qui est passible de peine de mort dans certains contextes. Mmh. Et donc, je comprends qu'il y ait des apostats qui ressentent le besoin, effectivement, de revendiquer cette Mmh. identité haut et fort comme une espèce de pied de nez Oui. qui serait adressé à l'oppression islamique. Donc moi, je ne récuse pas cette appellation, même si je n'en fais pas le, le- le- un vecteur primordial Mmh. d'identification personnelle. Mmh. Et alors vous dites libéral, est-ce que c'est libéral, athée, agnostique, déiste? Est-ce que vous avez embrassé une autre religion aujourd'hui ou comment est-ce que vous vous définissiez au plan, religieux? Moi, j'oscille entre l'athéisme et l'agnosticisme en fonction de l'humeur et de la météo. Donc, mais c'est vrai que après avoir travaillé quelques années sur l'islam et sur le fait religieux en tant que tel, je trouve que c'est quand même très difficile, une fois qu'on s'est familiarisé avec la méthode historico-critique, Mmh. d'embrasser une autre foi. Alors, est-ce que c'est là quelque chose qui me poursuivra toujours? Alors moi, je dis jamais, je ne dis jamais jamais, on sait jamais, mais aujourd'hui, effectivement, je tends plus vers l'athéisme que Mmh. vers le déisme ou toute autre forme de Mmh. religiosité. Et est-ce que malgré tout, il y a des aspects de la religion, musulmane, heu, auxquels vous restez attaché? Alors pas forcément sur la religion en tant que telle, ça peut être sur le rite, sur l'aspect culturel que vous évoquiez, au début de l'entretien. Est-ce qu'il y a certains aspects de cette religion qui vous restent, qui restent importants à vos yeux? Pas vraiment, je dois dire. Je suis assez méfiant à l'égard de toute forme d'idéalisation Mmh. des traits culturels qui viennent de Mmh. l'islam, Ouais. parce que l'islam étant par définition, pour le coup, une religion qui a une vocation presque totale, Mmh. le risque est grand en réalité de se laisser absorber par Mmh. la religion entièrement lorsque vous mettez le doigt sur un aspect entre guillemets superficiel de celle-ci. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que les sociétés musulmanes n'ont jamais été le foyer de Mmh. réalisations respectables. Je pense que ce serait une thèse tout à fait excessive, pardon. Mais je pense en revanche que rien ne permet d'attribuer ou de créditer Mmh. l'islam des réalisations tout à fait agréables Mmh. qui ont germé au sein de ces sociétés, parce que je considère tout simplement que tous les bienfaits, entre guillemets, associés à l'islam ne sont pas Mmh. exclusifs Mmh. au système islamique, lequel est cependant le terreau de beaucoup trop d'inconvénients. Mmh. Alors, j'en viens justement maintenant à votre livre et à la thèse de votre livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire d'abord? Combien d'années de travail ça a représenté? Parce que c'est un livre quand même d'une grande érudition et très référencé. Heu, qu'est-ce que ça représentait en termes de charge de travail pour vous? Ce livre m'a pris environ 5 ans, Mmh. alors pas H24 parce qu'il a fallu faire autre chose à côté, mais je ressentais en effet le besoin de comprendre les dynamiques d'une civilisation qui a 1400 ans Mmh. d'histoire, et je ne pouvais pas du coup pondre un brûlot Mmh. en quelques mois. Ça me paraissait pas très sérieux. Je ne prétends pas du reste Mmh. avoir épuisé ne serait-ce qu'un centième du Mmh. sujet. Il y a des gens qui passent leur vie à Mmh. étudier le fait islamique. Il y a Mmh. des islamologues qui passent leur vie à étudier ce sujet-là. Mais c'est vrai que je ressentais le besoin de comprendre, d'une part, les dysfonctionnements donc, du monde Mmh. dont je suis en partie issu, et puisque je suis aussi un citoyen, enfin surtout puisque je n'ai qu'un passeport, un citoyen français, le fait est que la France et les sociétés occidentales sont confrontées à de nombreux défis liés à l'implantation de cette religion.
Et donc, tout cela m'a motivé à écrire un ouvrage qui est centré sur l'état des lieux Mmh. et les dynamiques socio-historiques qui expliquent un état des lieux qui, malheureusement, n'est guère reluisant. D'ailleurs, c'est presque davantage un regard, j'allais dire presque plutôt d'anthropologue que d'islamologue, parce que vous ne citez d'ailleurs jamais le Coran, si je dis pas de bêtises, dans le livre. Très peu, C'est oui. plus un état des lieux de la civilisation islamique véritablement qu'un regard de théologien ou d'islamologue Tout sur la à religion fait. musulmane en tant que Ce telle. ce livre ne prétend absolument pas être un livre de théologie. C'est d'ailleurs pourquoi j'étais un petit peu frustré de voir certaines surfaces le mettre dans le rayon religion, parce que c'était pas là où je voulais le mettre, moi. Mais certains, ont jugé, bon de faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est d'abord un état des lieux Mmh. politiques, Mmh. anthropologiques, Mmh. sociologiques, économiques. Et c'est un constat qui est en réalité assez facile à partager, je le crois, puisque, les musulmans, ne m'ont pas attendu, Mmh. pour poser un regard, critique sur leur propre société. Mmh. Les musulmans ont même été les premiers Mmh. à, déplorer, l'état, tout à fait lamentable de leur société bien avant, d'ailleurs l'expansion coloniale occidentale et on peut remonter à une époque très lointaine. Moi, je cite par exemple un sociologue maghrébin très connu, du XIVe siècle qui s'appelle Ibn Khaldoun. Mmh. Bon, quand vous lisez certaines lignes, certains passages d'Ibn Khaldoun sur le monde arabe, au XIVe siècle, il ferait passer les plus islamophobes d'entre nous pour de doux agneaux, Mmh. quand il dit que la civilisation a complètement disparu des pays, conquis, Mmh. par, les Arabes. C'est un réquisitoire très sévère, qu'il fait, bien avant, l'expansion, coloniale occidentale. Donc moi, je me borne à constater le fait que le monde musulman est malheureusement aujourd'hui le terreau de beaucoup trop, d'anomalies, statistiques. Le monde musulman est composé, d'une quantité, disproportionnée, de régimes tyranniques où, la liberté et l'égalité relèvent par définition, de la science-fiction. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de pays à majorité musulmane, dans le monde et le nombre de démocraties en terre d'islam, malheureusement, se compte sur les doigts, d'une main, atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent aujourd'hui l'ère culturelle, musulmane, seulement 3 d'entre eux, 3 vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne, mondiale. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe aujourd'hui, dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent, à la condition, féminine. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées parmi les nations dépourvues de législation contre le viol conjugal, contre l'excision. L'essentiel des minorités, confessionnelles les plus discriminées, dans le monde, plus de 60 vivent en terre d'islam et encore ce chiffre néglige, le sort des incroyants, des athées, des libres penseurs. De même, les sociétés musulmanes sont plus belligènes que la moyenne, elles sont surreprésentées, dans les conflits, armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé, d'organisations, d'obédience, musulmane. Les sociétés musulmanes sont plus touchées que les autres par la prévalence de l'esclavage moderne, par le mariage forcé, de filles, mineures, autrement dit par la pédophilie institutionnalisée, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, je le regrette. Et donc quand on prend tout un tas d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, anthropologiques, culturels, on constate que les sociétés musulmanes, hélas, sont, très, en deçà, des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. Les sociétés musulmanes sont plus touchées, que les autres par la consanguinité. La contribution du monde musulman, n'est au progrès humain n'est absolument pas à la hauteur, de son poids, démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est, 1/4 de la population mondiale. C'est 1 de prix Nobel, toutes catégories confondues et encore, sur ces Nobel musulmans, beaucoup ont été obligés de fuir leur, pays, natal, vers les pays occidentaux pour s'épanouir et se réaliser. Je pense par exemple à, Malala, cette, fille courageuse qui militait pour l'éducation, des femmes dans son pays, d'origine. Donc quand une ère culturelle affiche autant de dysfonctionnements, je crois qu'il est dans l'intérêt de tous, musulmans compris, d'instruire, on va dire, l'examen, pour ne pas dire le procès du système, de valeurs qui a généré, des résultats aussi accablants. Ce qui ne veut pas dire
que l'islam aurait le monopole de la violence, de Mmh. l'obscurantisme, du fanatisme. Ce n'est pas vrai. Évidemment qu'il y a d'autres cultures qui sont très autoritaires. Simplement, force est de constater que les sociétés musulmanes affichent les niveaux d'oppression, de discrimination, de misogynie, d'autoritarisme parmi les plus élevés de la planète. Et donc ces dysfonctionnements appellent une réponse et appellent une critique implacable. Et comment vous expliquez, justement, de ce point de vue-là, le pouvoir d'attraction quand même important qu'exerce l'islam dans le monde entier, en Europe aussi, en France aussi en particulier? Comment expliquer ce paradoxe entre la situation que vous venez de décrire et la fascination, voire l'adhésion, que suscite l'islam? Alors, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'islam exerce une certaine attractivité. Alors, l'expansion de l'islam, enfin, l'islam est l'une des religions qui aujourd'hui connaît la plus forte expansion démographique dans le monde. Pour moi, il y a deux facteurs qui y concourent. Le premier, c'est une natalité relativement élevée par rapport à d'autres communautés. Et l'autre facteur, en réalité, qui est le plus décisif, c'est un très faible taux d'apostasie. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un taux de transmission qui est très élevé et un très faible taux de renonciation, d'apostasie, parce que le coût de sortie, selon moi, est tellement élevé. Parfois, c'est un coût qui est mortel, puisque dans beaucoup de pays musulmans, l'apostasie est passible de peine de mort. Mais le coût social, y compris dans les pays musulmans, entre guillemets, les plus libéraux, est très élevé parce que la vie privée, la vie religieuse sont tellement Mmh. imbriquées que le fait de sortir de cette communauté religieuse vous vaut d'être coupé de beaucoup de vos attaches Mmh. communautaires, attaches familiales, Mais il y a aussi des conversions, il y a amicales. aussi des athées ou des catholiques qui se convertissent à l'islam, Oui, mais ça reste quand même marginal. Mmh. Ça reste quand même marginal. C'est-à-dire que le gros de l'expansion démographique islamique aujourd'hui au XXIe siècle, ce n'était pas le cas avant, Mmh. relève plutôt d'une dynamique démographique plutôt endogène. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que l'apostasie est un enjeu clé parce que c'est Youssef Al-Qaradawi, donc figure des frères musulmans, qui disait que si l'islam ne pénalisait pas l'apostasie, ça fait longtemps que cette religion Mmh. serait morte et avortée. Ce qui est un aveu spectaculaire. Mmh. C'est-à-dire que on a une figure de l'islam contemporain qui nous explique que la religion musulmane est tellement, comment dire, repoussante Mmh. que, Et tient par l'intimidation d'une et certaine tient manière. par Mmh. l'intimidation, la terreur, l'effroi, que le fait d'ouvrir Mmh. et de desserrer l'étau et de permettre aux gens de s'échapper de cette prison conduirait, sans doute à juste titre, à l'effondrement de celle-ci. Pour moi, c'est un aveu, Mmh. c'est-à-dire que je peine à y voir la différence avec ce qu'on qualifie habituellement de sectes, puisque les sectes sont précisément des mouvements pseudo-religieux qui retiennent leurs adeptes par la pression, l'intimidation, C'est la l'un des buts peur. de votre livre, de pousser à une forme d'apostasie rationnelle des croyants musulmans, un peu à la manière d'un Voltaire, Tout à est-ce que c'est la fait, démarche que vous recherchez? tout à fait. C'est-à-dire que moi, je fais le pari de la rationalité Mmh. des musulmans. J'avoue que je suis un petit peu gêné par le fait que une solution qui, comme celle-ci, pour moi, paraît tout à fait rationnelle, Mmh. soit présentée de manière très controversée dans le pays de Voltaire. Je remarque que un pays comme la France s'est montré beaucoup plus intransigeant avec sa religion historique Mmh. qu'elle ne l'est aujourd'hui avec une religion beaucoup plus dangereuse de mon point de vue. Et je maintiens que pour moi, la critique de l'islam n'est pas une manière d'humilier telle ou telle communauté, c'est absolument pas le but, mais c'est juste que j'ai la conviction, comme Ernest Renan, que les musulmans restent malgré tout les premières victimes de l'islam et que les émanciper de leur religion est le meilleur service qu'on puisse leur Mmh. rendre. Et alors, qu'est-ce qui distingue l'islam comme monothéisme des autres monothéismes? Vous parliez tout à l'heure indirectement d'orthopraxie, donc c'est-à-dire que l'islam n'est pas seulement une religion, mais aussi un système juridique et politique. Le judaïsme est aussi d'une certaine manière une orthopraxie. Qu'est-ce qui distingue l'islam des deux autres grands monothéismes? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du judaïsme, donc je n'irai pas sur Mmh. le terrain théologique. Ce que je peux dire sur le plan sociologique et historique, Mmh. c'est que d'une part, le littéralisme est beaucoup plus répandu dans le monde musulman qu'il ne l'est dans le monde juif.
Et cela peut aussi s'expliquer par des considérations historiques, c'est-à-dire que les juifs, tout comme les chrétiens d'ailleurs, ont été pionniers dans l'analyse historico-critique de leurs textes Mmh. fondateurs. Je pense évidemment à la contribution d'un Spinoza au XVIIe siècle, d'un Richard Simon, des gens qui ont été pionniers dans l'usage de la science moderne pour analyser, décortiquer, parfois aussi déceler les contradictions éventuelles des textes, des textes religieux juifs et chrétiens. Et l'islam n'a pas eu son moment Spinoza. Mmh. L'islam n'a pas eu son moment Richard Simon. L'islam n'a pas eu son moment Ernest Cartésien, Renan. Et donc n'a pas eu son moment Pierre Bayle, n'a pas eu tous ces courants de pensée, n'a pas connu tous ces courants de pensée qui ont utilisé la science moderne au service d'une critique, je crois, nécessaire des textes religieux. Alors, quant à la question du pourquoi, c'est une question que je laisse volontiers aux spécialistes. Mon intuition, toutefois, est que la nature, en tout cas le statut que le Coran revendique, qui se veut donc le verbatim de Dieu, rend une distanciation critique beaucoup plus compliquée par rapport à la Bible, qui se veut un texte écrit par des êtres humains, certes inspiré par Dieu, mais écrit par des êtres humains avant toute chose. Mmh. Et alors, je raisonne cette fois-ci du point de vue plutôt individuel. Heu, En tant que musulman, est-ce on pourrait pas simplement vous rétorquer qu'on peut vivre sa religion, musulmane de manière dans la sphère du privé, sans, ce que ça porte préjudice à la sphère publique? Est-ce que d'ailleurs, j'allais dire presque de manière un peu provocante, est-ce qu'il faut nécessairement se départir de l'islam pour être pleinement français? Est-ce qu'on ne peut pas justement concilier une sphère privée de l'intime et une sphère publique qui, elle, en est totalement détachée? Alors, je ne dis absolument pas que tous les musulmans sont des fanatiques et des terroristes en herbe. Vous avez raison de rappeler qu'il y a des musulmans qui sont en effet tout à fait en paix avec les lois de la République française, et il faut le rappeler. Cependant, j'ai quand même la conviction que l'islam en Occident condamne ses adeptes à une forme de dissonance cognitive perpétuelle. Je vous prends un exemple très Mmh. simple. J'ai été récemment amené à débattre chez nos confrères du Figaro avec Monsieur Tarek Oubrou, L'imam de Bordeaux. imam de Bordeaux. Un débat qui fut très cordial. Alors parfois quelques vérités alternatives qu'il faudrait analyser a posteriori, mais débat assez cordial. Et il y a un moment où je lui pose une question très simple. Je lui demande si selon lui, la figure du prophète, entre guillemets, telle qu'elle est décrite par les textes fondateurs de l'islam, peut-on considérer Mahomet comme étant l'homme le plus vertueux qui soit? Je rappelle que dans les traditions musulmanes, Mahomet est dépeint et célébré comme quelqu'un qui a pratiqué l'esclavage, qui a pratiqué l'esclavage sexuel, qui n'hésite pas qui autorise les unions consanguines, la polygamie, qui n'hésite pas à assassiner ou à faire assassiner les gens qui le critiquent, qui a une vie militaire, qui est par définition une vie de violence. Bon. Et je lui pose la question de savoir à Monsieur Aubrou si Mahomet peut être considéré comme le personnage le plus vertueux. Et là où un esprit normalement constitué, normalement, devrait être capable de me répondre non en moins d'une seconde, il s'est senti obligé de verser dans toutes sortes de circonvolutions pour ne pas répondre à la question. Et pour moi, ce passage est assez révélateur, finalement, de la dissonance cognitive Mmh. qui affecte les musulmans, entre guillemets, les plus sincères et les plus libéraux. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est, je crois, difficile à dépasser. Alors, ça ne veut pas dire que cette tension, comment dire, conduisent nécessairement les adeptes à une forme de radicalité, de fanatisme. Ce n'est pas ce que je dis. Et on peut tout à fait vivre avec un certain nombre de tensions. Aucune personne n'est tout à fait exempte de dissonance cognitive, et toute société a ses tensions Mmh. internes. En l'occurrence, je pense que ces tensions sont tellement fortes, tellement grandes, qu'elles condamnent les sociétés musulmanes et les minorités musulmanes à une forme d'instabilité, de tiraillement permanent, un tiraillement douloureux qui Mmh. plus est, et un tiraillement dont on peut faire l'économie en réalité en maniant l'arme de la vérité.
Qu'est-ce que cette arme de la vérité? C'est de dire, premièrement, manier l'arme de la vérité, cela consisterait déjà à dire aux musulmans la chose suivante, à parier sur leur esprit critique, Mmh. à arrêter de les infantiliser et de les traiter comme des enfants attardés à qui on ferait miroiter l'existence du Père Noël. Et à leur dire tout simplement la chose suivante. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Europe aujourd'hui. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Occident. Demandez-vous pourquoi vos ancêtres ont fui les pays où votre foi règne sans partage pour aller vivre chez le mécréant. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues et bénéficient de la condition la moins désagréable. Et donc je pense que le jour où les musulmans se poseront cette question et méditeront ce paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui et qui n'en est pas vraiment un en réalité, je pense qu'ils seront en partie sauvés. C'est-à-dire que personne aujourd'hui n'a fondamentalement intérêt à l'islamisation des sociétés occidentales. C'est là je pense quelque chose un message très fort qu'il faut marteler. Ni la droite qui est attachée à une certaine culture chrétienne, ni la gauche qui est attachée à certaines valeurs progressistes, parce qu'il suffit de regarder 5 minutes le fonctionnement du monde musulman pour se persuader que la cohabitation entre Simone de Beauvoir et Mahomet est un peu difficile, ni les libéraux qui sont attachés à une certaine éthique de l'individu, ni même les musulmans, encore une fois, qui bénéficient des libertés les plus étendues dans les sociétés non musulmanes, ce qui signifie que l'expansion de leur religion dans l'espace public aboutirait à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Et je pense qu'il est important de le faire savoir aux musulmans afin qu'eux-mêmes en tirent les bonnes conclusions. Mais ça implique, une fois de plus, de cesser de les infantiliser comme on le fait depuis 40 ans en inventant cette distinction entre islam et islamisme qui nous fait perdre du temps et qui contribue à brouiller la perception du phénomène islamique. Mmh. Alors, je vais me faire quand même un peu l'avocat du diable parce que d'une certaine manière, ça pourrait presque être compatible avec un logiciel conservateur. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains points de jonction entre un logiciel conservateur, c'est-à-dire avec j'allais dire une forme d'islamisme soft, peut-être un peu comme le décrit Welbeck dans Soumission, c'est-à-dire que du point de vue, je prends quelques exemples, le refus du mariage homosexuel, la reconnaissance de la différence des sexes, euh, la défiance envers toute forme de manipulation génétique, il y a des points de jonction peut-être possibles entre un logiciel conservateur traditionnel et une forme de, pas d'islamisme, mais en tout cas voilà, de certaines valeurs en tout cas musulmanes. Est-ce que, et d'ailleurs c'était la phrase de Patrick Buisson qui avait dit il y a quelques années, j'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Et il ajoutait: «J'ai plus de respect pour le musulman qui fait ses 5 prières par Voilà. jour que pour le bobo en trottinette». Donc de ce point de vue-là, est-ce que Je certaines pense qu'il valeurs... a tort. Alors pourquoi est-ce qu'il a tort justement? Alors, c'est vrai qu'il existe chez certains, je ne mets pas tous les conservateurs dans Oui. le même panier, mais chez certains conservateurs, Une convergence des luttes, enfin d'une certaine manière. une convergence des luttes, en tout cas une tentation de prétexter les excès réels ou supposés de la modernité pour s'allier avec d'autres forces réactionnaires, hostiles aux sociétés modernes. Bon, pour moi, on a quand même affaire à des conservateurs qui détestent davantage la liberté qu'ils n'aiment la tradition. Mm. Et je dis à ces conservateurs-là, attention, parce que oui, sur certains sujets qui sont, de mon point de vue, assez accessoires, il peut y avoir des convergences, mais sur tout le reste, le respect de la liberté, de l'individu, qui reste quand même un héritage de la culture occidentale. Donc si on est conservateur, on est quand même, à mon avis, attaché à ces traditions-là. Il y a une divergence qui est quand même fondamentale. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je dis dans ce livre, en faisant référence à Patrick Buisson, que certes le bobo du 11e arrondissement n'est peut-être pas aligné avec toutes les valeurs du catholique intransigeant qu'il l'était, mais jusqu'à preuve du contraire, celui qui milite pour la célébration de la messe en latin
dans le 11e arrondissement a quand même une espérance de vie plus élevée que celui qui ferait de même à Kaboul. Donc il faut arrêter de renvoyer dos à dos tous les désaccords et les désagréments qu'on peut avoir avec telle ou telle faction politique. Et cette remarque vaut aussi bien pour moi, pour les conservateurs, que pour certains laïcs Mmh. qui ont eu tendance aussi à renvoyer dos à dos le christianisme et l'islam. Moi, je ne suis pas chrétien, donc c'est pas moi qui vais défendre la vérité des évangiles. Cependant, dire que toutes les religions, de ce point de vue-là, se valent, bah, c'est faire fi du fait que certaines communautés sont le terreau, en tout cas connaissent une plus grande prévalence d'attitudes intolérantes que d'autres. Et donc, je Mmh. pense que de ce point de vue-là, le relativisme est proscrit, quel que soit le camp auquel on appartient. Oui, parce que ce que voulait dire certainement aussi Patrick Buisson, c'était que s'il y a plus de sacré, dans nos vies, c'est que le contre-modèle qui s'impose, c'est d'une certaine manière celui du consumérisme. Peut-être aussi est-ce là ce qu'il voulait dire à travers cette phrase, sans viser d'ailleurs forcément l'islam en tant que tel, mais la notion de sacré, véritablement. Est-ce que c'est d'ailleurs Moi, l'islam prospère pas sur ce je comprends qu'on puisse critiquer le consumérisme et ses excès. Je ne suis pas mmh, insensible à cette critique, mais tous les mots ne se valent pas. mmh, Euh, je pense qu'il est toujours, il est toujours possible de critiquer le consumérisme dans une société matérialiste sans se faire égorger, mmh, alors que la critique de l'islam dans le monde musulman est quand même un peu plus facile. Donc, il mmh, ne faut pas envoyer tous les désagréments mmh, dos à dos. Et moi, je me désole, par exemple, que, bah, puisqu'on parle des catholiques, que une institution comme l'Église, aujourd'hui, se montre beaucoup plus pressée de tacler l'individualisme et l'hédonisme contemporain que de critiquer la mmh, religion en passe d'éradiquer le christianisme dans les régions où il fut son berceau. mmh. Et donc, je pense qu'il y a quand même, à mon avis, des priorités à revoir quant aux désagréments que l'on identifie. Mmh. Est-ce que vous pensez, c'est un vieux serpent de mer cette question-là, la question de l'islam des Lumières. Est-ce qu'un islam, éclairé, réformé, est possible à vos yeux? Alors moi, je ne nie pas qu'il existe en terre d'islam de courageux réformateurs qui prennent beaucoup de risques pour tenter d'adapter leur religion aux exigences de la modernité. Et il faut d'autant plus saluer le courage de ces personnalités qu'elles prennent bien souvent le risque d'être désignées comme des hérétiques ou des apostats, avec les conséquences parfois mortelles que l'on sait. Toutefois, j'avoue que j'ai quelques doutes sur l'efficacité politique de cette démarche. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, les textes musulmans étant ce qu'ils sont, compte tenu du statut qu'ils revendiquent et compte tenu de leur contenu, la tentative de civiliser l'islam de l'intérieur à partir des sources musulmanes s'apparente à un effort comparable à ceux des alchimistes qui voulaient jadis se transformer le plomb en or. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître aux sources musulmanes la moindre validité, nous ferons toujours le jeu des fanatiques qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes et d'être les plus fidèles à l'orthodoxie. Alors, j'entends ceux qui me disent que on peut faire dire des textes à peu près tout et n'importe quoi. Moi, j'en doute à titre personnel. Mais admettons que cet argument soit vrai. Je trouve que cet argument ne plaide absolument pas en faveur de l'islam en réalité. Parce que dans une société civilisée, on attend d'un système juridique qu'il soit le plus clair Mmh. possible, qu'il prête, qu'il ne prête pas à des interprétations complètement contradictoires. Sinon, c'est l'instabilité politique et juridique permanente. Un bon système juridique, c'est un système juridique lisible, prévisible, capable d'anticiper les comportements humains sans qu'il faille toujours pinailler sur des choses essentielles. Prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas, malgré tous les efforts d'exégèse, on ne peut pas en faire un texte qui justifie l'esclavage sexuel de la gente féminine. Ce n'est pas possible. Celui qui s'essaierait à une telle entreprise serait tout de suite qualifié d'imposteur ou d'illettré. Mmh. Bon. De même, prenez le code civil, on ne peut pas en faire un texte qui justifie la pédophilie. Donc un bon système juridique et philosophique
est précisément un système dont on ne peut pas faire dire absolument tout et n'importe quoi. Et donc, ceux qui me disent qu'on peut faire dire du texte islamique absolument tout et n'importe quoi, sont des gens qui concèdent que dans le monde islamique, Daesh ne peut pas avoir tort. C'est-à-dire que Daesh détient une part de vérité. Et je suis désolé, mais un monde où Daesh détient une part de vérité est un monde tout à fait diabolique. Et en ce sens, il est complètement indésirable. Et par ailleurs, je trouve que la notion d'islam des Lumières revient à faire beaucoup trop de concessions à la superstition de manière générale. C'est-à-dire que cela nous enferme dans des arguties théologiques bancales. Alors, tel théologien va se demander si le Coran est créé ou incréé de sorte qu'on puisse interpréter tel ou tel verset qui appelle au meurtre des infidèles de manière allégorique. Donc on est enfermé dans des discussions théologiques tout à fait absurdes qui nous détournent d'une vérité scientifique indiscutable, c'est-à-dire que le Coran n'est pas un texte divin, point. Et ce n'est pas quelque chose de controversé que de le dire. Le Coran est un texte de l'Antiquité tardive, un texte humain de l'Antiquité tardive qui recycle un certain nombre de traditions juives, chrétiennes, zoroastriennes. On sait que les 5 prières par jour, ça vient du zoroastrisme, qui recycle des traditions perses, sassanides, byzantines, bédouines. Et donc, c'est un cocktail de l'Antiquité tardive qui gagnerait à être, et on gagnerait, pardon, à ce que ce cocktail soit analysé scientifiquement comme tel, appliqué à l'islam une grille de lecture tout à fait rationnelle pour précisément couper l'herbe sous le pied de tous les fanatiques qui prétexteraient le caractère prétendument parfait de ce texte pour justifier l'injustifiable. Et vous iriez jusqu'à dire qu'il est incompatible, d'ailleurs c'est la thèse de votre livre, incompatible avec toute forme de modernité, là, enfin, toute forme même de progrès. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que le progrès humain, technologique, l'islam serait incompatible avec cela? Disons qu'il y a une ambivalence, c'est-à-dire que les musulmans ne sont pas en soi réfractaires au progrès technologique. J'ai parlé du fait que les musulmans ont été les premiers à déplorer l'état lamentable de leur société, c'est-à-dire que lorsque l'Europe coloniale débarque dans le monde musulman, les musulmans sont bien obligés de constater le fossé culturel, scientifique, technologique qui existe entre leur monde et celui des Européens. Il faut relire par exemple le témoignage d'un savant musulman égyptien qui s'appelle Al-Jabarti. Au moment où Napoléon débarque en Égypte, il est obligé de constater que les Français ont atteint un niveau de sophistication technologique qui est très élevé. Donc il y a une appétence pour le progrès. Simplement, les conditions du progrès ne sont pas réunies parce qu'on est face à une superstition qui, par le système juridique qu'elle propose, qui, par le mépris et le discrédit qu'elle jette sur les savoirs profanes, en vient à tuer dans l'œuf les possibilités même de l'éclosion du progrès. Et donc, c'est la raison pour laquelle les sociétés musulmanes sont très en deçà des standards du monde moderne, et ceci alors même, il ne faut jamais l'oublier, que l'islam est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Les gens ont tendance à oublier cela. On nous parle toujours d'âge d'or de l'islam, mais on ne parle jamais de la région dans laquelle l'islam a pris pied. Quand l'islam débarque au 7e siècle au Proche-Orient, les musulmans s'emparent des foyers de culture les plus prestigieux de l'Antiquité tardive. L'islam débarque à l'intérieur de l'un des plus vieux, sinon le plus vieux carrefour d'hommes et de peuples civilisés qui soit au monde, pour citer l'historien Fernand Braudel. Les musulmans vont s'approprier la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui a inventé l'écriture, la littérature, l'agriculture, la sédentarité, les premières villes, les premiers codes de loi, excusez du peu. Les musulmans vont s'emparer de la Perse en détruisant le régime sassanide, régime qui avait accueilli de nombreux éléments païens, chrétiens, nestoriens, qui étaient particulièrement versés dans les sciences et la culture antique. Le Proche-Orient n'a pas attendu les musulmans pour étudier Aristote, et on sait d'ailleurs que ce sont principalement les chrétiens d'Orient, les chrétiens syriaques, qui ont transféré
les sciences grecques en arabe et qui ont fait de l'arabe une langue de science. Les musulmans vont très tôt bénéficier de la technologie chinoise, de la fabrication du papier, une technique qui était censée leur conférer un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Cette technique, l'Europe ne la connaîtra pas avant le XIIe siècle, rendez-vous compte. L'islam va dérober à l'Empire romain d'Orient la Syrie et l'Égypte, c'est-à-dire les provinces qui comptaient parmi les plus lettrées, les plus cultivées, les plus industrieuses de l'Antiquité, de la Méditerranée antique et orientale, des pays où les sciences et les philosophies se pratiquaient depuis des siècles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'islam s'approprie dès le 7e siècle euh, un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable. Un patrimoine bien plus riche que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme, du christianisme et du bouddhisme. Et qu'en ont-ils fait? Et donc, ce qui est spectaculaire, c'est pas tant les réalisations qui sont nées à l'intérieur de l'islam, parce que, excusez-moi, au risque de vexer, quand on hérite d'un tel patrimoine, enfanter Averroès, enfanter Al-Farabi, c'était la moindre des choses. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'une région qui partait avec autant de privilèges, avec autant d'atouts, est finie dans un état aussi désastreux. Et c'est cela qu'il faut expliquer. Et je remarque que malheureusement, très peu de gens sont enclins, se pressent pour expliquer ce phénomène, sans doute parce que cela nous obligerait à disserter sur certaines religions avec mon angélisme. Hmm. Alors, je reviens à l'actualité récente. Quelles leçons vous tirez de la révolution islamique en Iran? Est-ce que vous pensez que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets en France ou en Europe? J'entends par là une certaine forme de complaisance et de fascination pour la gauche intellectuelle envers l'islam, celle de Foucault notamment, qui est allé sur place en Iran et qui a parlé de la révolution islamique comme d'un progrès absolument prodigieux. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se produire en France, en Europe, une telle situation? Voilà, comment vous analysez la révolution islamique en Iran? Je ne sais pas si Foucault, à ce point, était enthousiaste. Moi, j'ai lu tout et son contraire sur Foucault. Donc, c'est un sujet qui mériterait d'être davantage creusé parce que certains textes de lui sont quand même En tout cas, au plus début, sévères. Mais c'est vrai il est que assez fasciné quand même, au Foucault début. manifeste une certaine fascination, Mm. mais une fascination qui tient aussi à sa condition d'Européen complètement sécularisé. Et il a un moment cette phrase que je trouve assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'il parle en effet de cette révolution islamique en Iran, cette révolution qui agite le spectre du théologico-politique, et il avertit les Français, tenter comment dire, de sous-estimer le facteur religieux dans la politique moderne, en disant attention, cette force religieuse, elle existe, elle est puissante, et il dit à un moment, il conclut son reportage en disant j'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. Et je pense en effet que la révolution islamique est venue, est un tournant naturellement, mais est venue battre en brèche l'idée que la sécularisation serait un processus irrésistible, inéluctable, d'autant qu'elle succédait au règne du Shah, qui avait entrepris, certes de manière très autoritaire, il ne faut pas édulcorer son régime politique, mais qui avait entrepris une certaine modernisation qui, à l'époque, pouvait paraître tout à fait irrésistible. Et voilà que tout d'un coup, effectivement, un régime islamique revient, entre guillemets, en arrière et remet la religion sur le devant de la scène politique. Alors, est-ce que de tels phénomènes pourraient se produire en Europe? Ce qui est certain, c'est que l'Europe a accueilli ces dernières décennies d'importantes populations originaires du monde musulman, c'est-à-dire qu'on a accueilli d'importantes populations originaires de sociétés qui affichent des standards plus faibles que les nôtres en matière de droits humains, de droits des femmes, etc. Et que cela a des conséquences très visibles sur la qualité de nos institutions. Euh, En France, on est maintenant un pays dans lequel des rapports nous expliquent depuis 20 ans que les juifs ne peuvent plus être scolarisés n'importe où. On s'est accommodé d'une anomalie révoltante, mais on s'est accommodé du fait que certaines parties du territoire français étaient juste inaccessibles à certaines populations. Voilà. Et
C'est le rapport Robin de 2004, hein, ce que je dis, donc c'est quelque chose qui est Oui. vieux, mais ça ne semble pas déranger grand monde. Le fait qu'on ait dû exfiltrer de beaucoup d'écoles en Seine-Saint-Denis les derniers juifs qui y vivaient, qui y résidaient, parce que la pression religieuse était telle que la cohabitation avec les juifs était de plus en plus compliquée. De même, je constate que on se réclame de Voltaire, des Lumières, qu'on a laissé les caricaturistes de Charlie Hebdo se faire massacrer, et qu'aujourd'hui, ces derniers sont tenus de travailler dans un lieu secret pour ne pas être massacrés une seconde fois. On a eu l'affaire Mila, affaire d'une gravité exceptionnelle, puisque une adolescente qui s'est contentée de parler en des termes crus d'une religion qui mérite d'être critiquée en des termes crus, a été exfiltrée du système scolaire, c'est-à-dire que l'État n'étant pas capable d'exfiltrer et d'arrêter tous les oppresseurs et ceux qui proféraient les menaces de mort, s'est senti obligé d'exfiltrer la victime de ces menaces de mort. Comme c'est le cas de beaucoup de professeurs aussi. Comme c'est le cas de beaucoup de professeurs qui s'autocensurent massivement. C'est là encore la littérature produite par Jean-Pierre Robin, ex-inspecteur de l'éducation nationale, qui fait état d'une autocensure massive au sein du corps professoral, autocensure qui s'est aggravée avec l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Donc, on s'est quand même accommodé de beaucoup de symptômes de décivilisation. Moi, j'emploie le terme parce que je pense que c'est le terme qui convient. Et c'est en cela qu'on peut parler de l'islamisation de l'ordre politique français européen. Et il faut juste préciser ce qu'on entend par islamisation, parce que les gens ont parfois une vision un peu caricaturale de ce qu'est l'islamisation. Ils ont une vision un peu Welbeckienne de l'islamisation, et ils pensent que l'islamisation, c'est un barbu qui remporte une élection présidentielle et qui demain fait voter la charia au Parlement avec ensuite inscription au journal officiel. Non, c'est pas ça l'islamisation, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quand on dit islamisation, ça ne veut pas dire que les Français vont se mettre à prier en direction de la Mecque du jour au lendemain. Cela veut simplement dire qu'on a intériorisé dans nos comportements quotidiens toutes sortes d'anomalies en raison de l'intimidation qu'exerce une norme religieuse étrangère qui prétend supplanter la norme républicaine dans l'espace public. Quand il faut en effet exfiltrer les juifs de telle ou telle école en Seine-Saint-Denis parce que la pression religieuse est trop forte, voilà un cas où la norme républicaine se couche face à la norme religieuse. Quand en Angleterre, Salman Rushdie doit quitter la patrie qui a inventé la démocratie parlementaire moderne pour se réfugier aux États-Unis, parce que le pays qui a inventé l'habeas corpus et la Magna Carta n'est plus capable de protéger un écrivain des fanatiques qui veulent appliquer la fatwa de Khomeini, voilà un autre domaine où la norme religieuse l'emporte sur la norme constitutionnelle d'un État démocratique. Quand Ayaan Hirsi Ali, aux Pays-Bas, doit aussi quitter la patrie de Spinoza, doit quitter la patrie qui avait jadis accueilli Descartes après l'assassinat de Theo van Gogh, parce que le berceau de la tolérance, les Pays-Bas, n'est plus capable de protéger cette personnalité d'origine somalienne qui bataillait contre les oppressions islamiques et qui a dû aussi se réfugier aux États-Unis. Voilà un autre domaine où la norme religieuse l'emporte sur la norme républicaine. Et je pourrais multiplier les exemples par dizaines. Quand en Allemagne, la chef de la police berlinoise dit aux juifs et aux homosexuels soyez prudents dans certains quartiers arabes, voilà un autre domaine où, qui atteste que les frontières de la civilisation en Europe se rétrécissent peu à peu. Alors, le scénario d'une révolution islamique me paraît à l'heure actuelle un peu, pas très réaliste en tout cas sur le court terme, mais ce qu'on peut déjà observer, c'est que nous nous accommodons petit à petit de toutes sortes de signaux qui attestent du fait que la tradition, en tout cas l'ordre constitutionnel des États européens, est de plus en plus fragilisé par des tas de coups de canif, des tas de renoncements, des tas d'accommodements qui conduisent petit à petit les espaces de liberté à se rétrécir. Et je pense qu'il faut faire attention parce que la perversité d'un tel processus, c'est qu'il est diffus dans l'espace et dans le temps, il est très difficilement visible à l'œil nu, et donc il peut petit à petit nous conduire à nous accommoder de l'intolérable jusqu'à ce qu'on atteigne un point de non-retour qui rend très difficile le fait
de reconquérir, de rétablir l'autorité de l'État et des institutions Mmh. républicaines dans ces territoires qu'on appelait naguère, qu'on appelle toujours les territoires perdus de la République. D'ailleurs, ce que vous dites est assez bien illustré par les récents sondages de l'IFOP. Alors, on a beaucoup parlé de celui sur le rapport des musulmans à l'islam et à l'islamisme, mais d'autres sondages de l'IFOP, un peu plus anciens, montrent aussi sur la notion d'intériorisation des normes musulmanes, sur le rapport à la notion de respect, aux Tout à fait, valeurs religieuses, qu'il tout à y fait, a une fracture, notamment du point de vue de la jeunesse française, sur ces questions-là. Ce tout qui à fait. illustre assez bien votre propos. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a intériorisé, c'est le mot, Mm. les normes de l'islam au point qu'aujourd'hui, même des gens qui ne sont pas forcément Mm. musulmans, vous disent, enfin une proportion très élevée de gens qui ne sont pas Absolument. musulmans, vous disent que la critique de la religion est quelque chose qui est inacceptable, ce qui revient à renier 3 siècles d'héritage issus des Lumières. Mmh. Et est-ce que de ce point de vue-là, justement, les projections, qui a été faites, je crois, en 2019 du Pew Research Center, de la part de la population musulmane en France, alors je crois que bon, les chiffres exacts, c'est qu'elle pourrait atteindre entre 8,6 et 13,2 millions en 2050, soit entre 13 et 18 à peu près de la population française. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, justement, de ces projections, faites par un institut américain, je rappelle? Il y a lieu en effet de s'inquiéter de ces projections pour une raison très simple, c'est-à-dire que, on l'a dit, les sociétés européennes ont accueilli d'importantes populations originaires d'un monde musulman qui affiche des niveaux d'oppression, de discrimination, de misogynie bien plus élevés que les standards auxquels nous sommes habitués. Bon. Et malheureusement, les enquêtes sociologiques qui sont conduites en Europe convergent pour établir que les musulmans sont en moyenne, je dis bien en moyenne pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac, mais en moyenne, sont beaucoup plus réfractaires que les non-musulmans aux valeurs libérales et démocratiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans sont beaucoup plus sensibles que la moyenne à des attitudes autoritaires, à des attitudes sexistes, à des attitudes antisémites, à des comportements homophobes. Plus d'un musulman sur deux considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population. Plus d'un musulman sur deux considère que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias contre un quart, un cinquième de la population. Ça, ce sont les chiffres de la Fondapol. Près de 2 musulmans sur 3 considèrent l'homosexualité comme une perversion contre 15% des catholiques et 10% des incroyants. Les musulmans sont beaucoup plus enclins que les non-musulmans à justifier à tolérer la violence envers les homosexuels que les non-musulmans. Les musulmans sont beaucoup plus réfractaires que les non-musulmans à la critique des religions, c'est-à-dire à la liberté de conscience, d'expression. Donc ils sont beaucoup, beaucoup plus sensibles à des valeurs anti-républicaines. Et c'est là le grand paradoxe, en réalité, du débat public, c'est que pendant des années, le rejet de la critique de l'islam et le rejet de l'islamisation de nos sociétés occidentales a été assimilé à une attitude dite d'extrême droite, alors même que l'islam produit objectivement les catégories sociologiques les plus illibérales du spectre politique français et européen. C'est-à-dire que s'il y a une catégorie sociologique qui est aujourd'hui particulièrement perméable en moyenne, je le répète, à des valeurs dites d'extrême droite, entre guillemets, en tout cas si on prend les catégories politiques actuelles, ce sont hélas les musulmans. Alors quand on voit en effet qu'avec une petite minorité de musulmans radicalisés, on a des juifs qui ne peuvent plus être scolarisés n'importe où, des professeurs qui se censurent, des journalistes qui doivent vivre cachés pour exercer, et toute une communauté politique qui a peur d'affronter le problème, ben, il y a un risque en effet que l'expansion et que la croissance des parts de marché de cette religion aboutissent à la fragilisation définitive de nos institutions. Et c'est la raison pour laquelle l'avenir de nos sociétés, en tout cas l'avenir, j'allais dire de la paix civile, en tout cas de la concorde civile, dépendra de notre capacité à contenir, d'une part, la croissance de cette religion dans la société, voire, si on y arrive, à la baisser par les moyens les plus pacifiques, évidemment. Il ne s'agit pas de justifier telle ou telle discrimination et oppression, mais que nous devrions tous
délibérer sur les moyens les plus honorables, les plus pacifiques, les plus civilisés pour réduire les parts de marché de cette religion. Il y a un pays, de ce point de vue-là, qui constitue un exemple assez intéressant, c'est le cas de l'Iran, précisément. L'Iran, c'est un cas qui est assez extraordinaire parce que l'Iran, c'est à la fois le pays qui est le premier à succomber Mmh. aux expansions musulmanes à partir des 7e, 8e siècles, puisque la Perse sassanide est le premier régime qui tombe Mmh. en raison de sa faiblesse interne et des conflits avec l'Empire romain d'Orient. Et aujourd'hui, à l'heure où nous avons cette conversation, certaines enquêtes sociologiques montrent que les Iraniens affichent les niveaux de désaffiliation religieuse les plus élevés du Moyen-Orient, avec une part importante d'Iraniens qui ne se disent plus musulmans, qui se disent alors soit sans affiliation religieuse, soit athées, soit chrétiens, soit zoroastriens, par fidélité à des traditions perçues comme étant indigènes. Et je me dis simplement que si cette jeunesse iranienne courageuse, Mmh. face à une dictature théocratique sanguinaire, qui n'hésite pas à faire assassiner des femmes mal voilées, si cette jeunesse iranienne-là parvient à afficher des niveaux de désaffiliation spectaculaires en dépit de la pression théocratique quotidienne, nous, en Occident, nous n'avons aucune excuse, Mmh. compte tenu des espaces de liberté qui sont encore les nôtres. Mmh. Vous parliez justement tout à l'heure de Samuel Paty, de Salman Rushdie et d'autres. Est-ce que vous avez vous-même subi des intimidations, des menaces depuis l'apparition de votre livre? J'ai quelques insultes et menaces de courageux anonymes, mais rien de très sérieux pour l'instant, parce que je pense quand même que mes contradicteurs sont pas très à l'aise avec les données difficilement contestables que j'expose, du reste très calmement. Je ne ressens pas le besoin de manifester la moindre haine à Mmh. l'égard des musulmans. C'est pas du tout l'objet de ma démarche. Mais encore une fois, je viens de là et je dis précisément que le meilleur service qu'on puisse rendre aux musulmans, c'est de critiquer la religion qui les a servis. Je rappelle par exemple qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des attentats terroristes qui sont commis au nom de l'islam se sont commis dans le monde musulman et que les Mmh. musulmans, on a tendance à l'oublier et ça paraît contre-intuitif, mais ça l'est pas vraiment en réalité puisque c'est dans les sociétés c'est dans les sociétés musulmanes qu'on recense le plus de musulmans radicaux pour qui rien ni personne n'est assez Oui. musulman. Donc moi, ce que je dis aux musulmans, mais vous êtes les premières victimes Mmh. de la religion que vous professez et en même temps, vous n'êtes pas que des victimes, vous êtes aussi acteurs de votre propre histoire et qu'il n'appartient qu'à vous de vous affranchir d'une religion qui a complètement ruiné le monde de vos ancêtres. Le monde arabe n'a pas toujours été musulman. Cette confusion s'est imposée comme une espèce d'évidence, alors que ça n'a absolument rien de naturel. Les Arabes avant l'islam ont été juifs, ont été païens, ont été zoroastriens, ils ont été chrétiens. Le monde arabe avant l'islam, donnait des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, des souverains chrétiens, une reine catholique qui commandait des troupes pour sauver Constantinople face aux Goths quand ils n'étaient que de vulgaires barbares païens. Le monde berbère avant l'islam donnait à la littérature latine des romanciers talentueux, des papes à la chrétienté. Il fut un temps où en Syrie on préférait étudier Épicure plutôt que le Coran. Il fut un temps où à Gaza, on préférait étudier Aristote que Mahomet. Il fut un temps où en Afghanistan, on produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes. J'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller au musée des arts asiatiques à Paris, le musée Guimet des arts asiatiques, et d'aller dans ces salles consacrées à l'art du Gandhara. Et je les mets au défi de ressortir de cette salle et de dire que l'islam fut une bonne chose pour la région. Donc moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans eh bien, songent à cette histoire et s'essaient à cette uchronie salvatrice qui consisterait à se demander à quoi ressemblerait leur monde aujourd'hui si Mahomet avait échoué. Et je pense qu'ils seront sauvés le jour où ils méditeront cette question sur un ton nostalgique. Mmh. Alors, sur la colonisation, justement, Fergan, on pourrait vous rétorquer que les ravages de la colonisation dans les pays colonisés ont produit justement cette décadence-là des sociétés musulmanes. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence aussi de la colonisation sur les sociétés étrangères? Alors, beaucoup de musulmans, mais aussi beaucoup d'occidentaux, paradoxalement, sont tentés
d'imputer l'état lamentable des sociétés musulmanes aujourd'hui à l'héritage impérial européen, à la colonisation. Ce qu'on appelle toujours la colonisation, et je remarque d'ailleurs qu'on utilise toujours l'article défini là Mmh. pour désigner la colonisation, comme s'il n'y en avait eu qu'une seule, alors même qu'aucune société n'a le monopole de l'impérialisme et que les musulmans n'ont pas moins conquis, n'ont pas moins asservi que les Européens. Sans nier les crimes qui ont pu être commis par les Européens quand ils ont acquis l'hégémonie mondiale, l'inconvénient de ce récit toutefois, c'est qu'il entretient une sorte de mythe de l'âge d'or qui voudrait que les sociétés musulmanes avant l'arrivée des Européens étaient des espèces d'Eldorado, droits de l'homiste, progressistes, à la pointe de la modernité. L'honnêteté nous commande de constater et de rappeler que ce n'était malheureusement pas le cas. Les sociétés musulmanes n'étaient pas des Eldorado à la pointe du progrès. Elles accumulaient déjà un retard assez affligeant au moment même où Bonaparte, par exemple, a mis le pied en Égypte. Et il faut vraiment relire les témoignages des contemporains qui assistent à l'intrusion du mécréant dans le domaine de l'islam. Et les musulmans eux-mêmes sont obligés de constater qu'il existe déjà un fossé culturel, économique, scientifique, technologique. Prenez par exemple les taux d'alphabétisation. En 1800, le taux d'alphabétisation pardon, était de 3% dans l'Empire ottoman contre 20-50% dans les principaux pays d'Europe occidentale. Ça, on ne peut pas l'imputer à la colonisation. De même, on ne peut pas reprocher à Bonaparte le fait que les Égyptiens découvrent l'imprimerie pour la première fois avec les troupes françaises et mettent 20 ans après leur départ pour s'approprier cette technologie. On ne peut pas accuser les Européens, imputer aux Européens le fait que les Ottomans mettent 3 siècles après Gutenberg à s'approprier la technologie de l'imprimerie. Et encore, la première introduction de l'imprimerie en milieu musulman, on la doit à un renégat d'origine hongroise, donc même pas un musulman natif. Et ceci alors que les juifs et les chrétiens de l'Empire ottoman utilisaient déjà l'imprimerie depuis au moins 250 ans. Ça, la colonisation ne l'explique pas. Par ailleurs, le discours tiers-mondiste qui impute l'autoritarisme et les maux du monde musulman à la colonisation néglige que les sociétés musulmanes étaient des régimes autoritaires bien avant l'arrivée des Européens. C'étaient des sociétés autoritaires stratifiées, c'étaient aussi des sociétés esclavagistes qui pratiquaient parfois l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que l'on retrouvait sur le continent américain. Je cite par exemple dans mon livre le cas du califat de Sokoto qui était situé dans l'actuel Nigeria et que les africanistes considèrent comme l'une des plus vastes sociétés esclavagistes de son temps, avant son démantèlement par les puissances européennes. Et d'ailleurs, l'esclavage était à ce point enraciné, était tellement enraciné dans le monde musulman, que les sociétés musulmanes n'ont jamais été capables de produire un discours critique de l'esclavage, un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de cette controverse de Valladolid qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes. Je ne dis pas encore une fois que l'islam aurait le monopole de l'esclavage, toutes les cultures ont pratiqué cette infâme institution. Mais, à la différence des Européens, les musulmans n'ont pas été capables de contester cette institution de leur propre initiative. Il n'y a jamais eu de Condorcet en terre d'islam, il n'y a jamais eu de Victor Schœlcher, il n'y a jamais eu l'équivalent de cette société des Amis des Noirs, cette société civile qui va être un des bastillons de la lutte contre les traites négrières en France, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions impériales, coloniales, occidentales. Ce sont les Français qui vont forcer les Algériens à renoncer au commerce de nègres, entre guillemets, tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui vont fermer les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui vont faire pression sur l'Empire ottoman pour que celui-ci réduise l'ampleur des traites négrières, mais aussi des traites des peuples du Caucase. Et l'Empire ottoman ne sera jamais en mesure d'éradiquer totalement l'esclavage avant
sa dissolution après la Première Guerre mondiale. Et il faut aussi rappeler que les pays musulmans figurent parmi les dernières nations à avoir aboli l'esclavage sous pression internationale, si tant est que l'on puisse parler d'une abolition effective, parce que quand on voit ce qui se passe notamment en Libye, en Mauritanie, quand on voit ce qui se passe avec l'État, quand on a vu ce qui s'est passé avec l'État islamique, on voit bien que l'esclavage reste quand même une institution enracinée dans le monde musulman. Aujourd'hui, c'est dans les sociétés non musulmanes que l'on trouve la prévalence de l'esclavage moderne la plus élevée. Et pour vous montrer à quel point l'autocritique en termes d'islam est malheureusement très peu répandue, la politique de commémoration de l'esclavage souffre de nombreuses carences. Je prends un exemple très simple, il est quasiment impossible, en tout cas moi je n'ai pas réussi, de trouver euh, ne serait-ce qu'un monument en terre d'islam qui commémore l'abolition de l'esclavage, là où en Occident on a quand même produit une littérature assez foisonnante sur les crimes et les péchés des Européens. Donc on ne peut pas attribuer à la colonisation européenne des mots MAUX qui la précèdent largement. Et d'ailleurs, vous explorez aussi la différence du point de vue de la curiosité intellectuelle entre les civilisations occidentales qui se sont davantage intéressées à la civilisation islamique que l'inverse. Est-ce que vous pouvez expliquer ça justement, cette différence Tout à de fait. degré d'intérêt? Il y a une asymétrie assez extraordinaire quant au rapport à l'altérité. Quand on regarde les relations interculturelles entre l'Occident et le monde musulman. C'est-à-dire que le monde musulman, il faut le rappeler, s'implante dans des sociétés qui appartenaient jadis à la chrétienté et au monde gréco-romain, puisque les musulmans s'implantent en Syrie, en Égypte, en Afrique du Nord, en Espagne, c'est-à-dire dans des régions où l'on retrouvait des langues comme le grec, le syriaque, le latin. Et malgré l'implantation de ces langues, de sciences, de culture, les musulmans, à quelques exceptions près, vont refuser d'apprendre ces langues et vont refuser de s'intéresser à la culture des mécréants. Et alors que dans l'Europe médiévale, on recense dès le Moyen Âge des lettrés européens qui vont apprendre les langues orientales, l'arabe, notamment sous les croisades. On recense des Européens qui vont apprendre l'arabe. Alors, il est vrai parfois à des fins polémiques, il est vrai aussi à des fins parfois missionnaires, mais il y a quand même cet effort, cette curiosité à l'endroit de l'autre qui n'a jamais eu vraiment, qui n'a jamais vraiment eu son pendant, son équivalent. C'est-à-dire que la tradition orientaliste européenne n'a jamais eu son pendant en terre d'islam en raison d'un certain sectarisme culturel que les musulmans ont manifesté. Sectarisme qui perdure de nos jours, puisque dans mon livre, je cite par exemple les chiffres d'un sociologue néerlandais qui s'appelle Ruud Koopmans, qui prend les données de l'UNESCO et qui constate par exemple aujourd'hui que 5 millions de Finlandais ont beaucoup plus de livres traduits dans leur langue qu'un demi-milliard de musulmans. Et donc cette fermeture à l'égard du marché des idées a sans doute aussi quelques répercussions sur la vitalité de la vie culturelle, intellectuelle et politique en terre d'islam. Et une dernière question à vous poser, Fergan Azziari. Si vous aviez un message à adresser justement à un musulman français attaché aux valeurs républicaines et françaises, quel serait-il? Je lui dirais, demandez-vous pourquoi vous êtes en France. Voilà. Et je pense que le jour où vous méditerez sérieusement cette question, on aura fait un grand pas. Merci beaucoup pour cet Merci à entretien. vous.